parle beaucoup de piles actuellement et de voitures électriques et de choses de ce genre. Donc on a pensé qu'à propos de l'exposition sur l'électricité qui est à côté, là, où on parle beaucoup d'éclairage et de choses comme ça, on pouvait aussi aborder ce côté lié à l'électrochimie, donc aux piles. Ce qui concerne les piles, tout commence avec une grenouille. Enfin, c'est ce qu'on raconte tout le temps. Monsieur Galvani travaillait sur ce qu'il appelait l'influx vital à l'époque, c'est-à-dire il essayait de voir l'effet de l'électricité sur les muscles. Et les muscles, c'était des muscles de grenouille. Et à côté de lui, il y avait Monsieur Volta qui travaillait sur l'électricité depuis longtemps. Si vous regardez dans l'exposition, vous avez un électrophore de Volta, vous avez plusieurs objets créés par Volta pour étudier l'électricité. Et peu à peu, dans leur discussion, Volta s'est aperçu que pour avoir un effet électrique, il n'était pas indispensable d'avoir quelque chose d'animal. Il s'est aperçu qu'il suffisait d'avoir 2 métaux et un liquide. Par ailleurs, en travaillant sur les animaux, lui et Galvani avaient disséqué un animal qui s'appelle le gymnote, qui est capable de donner des décharges électriques. Et cet animal a un organe qui est constitué de piles, d'une pile de petits os. Et du coup, c'est ça qui a donné à Volta l'idée de sa pile, donc la première pile électrique, qui en fait est un empilement de disques de métaux différents, séparés par, pour lui, du feutre imbibé d'un liquide. Très vite, Volta s'est aperçu donc, que pour faire une pile, il suffisait d'avoir 2 métaux différents, un liquide conducteur entre les deux. Et très vite, quand il a décrit son dispositif dans une lettre en français qu'il envoie à la Royal Society à Londres, il explique qu'il a fait sa pile avec effectivement un empilement de rondelles, mais aussi que ce n'est pas pratique et qu'il vaut mieux utiliser ce qu'il a appelé des tasses. Donc même chose, il y a 2 métaux différents qui plongent dans un liquide. Parce qu'évidemment, dans la pile, les rondelles de feutre sèchent très vite et du coup, c'est pas très pratique. Alors, des modèles de piles, après lui, il y en a eu vraiment beaucoup, pour des tas de raisons techniques, des tas de raisons liées aux réactions chimiques qui se passent dans les piles. On vous en a sorti ici quelques-unes. Donc, celles-ci, elles sortent des collections de l'université. Donc ça, c'est la collection de physiologie, c'est une pile Grenet. Ici, vous avez une pile Daniel. Ici, vous avez des piles Leclanché, une pile étalon. On a aussi démonté une pile Leclanché que vous avez tous déjà vue, c'est d'avoir les piles plates, là. On en a ouvert un morceau, pour que vous voyez comment c'est à l'intérieur. Bon, tout ça, ce sont des modèles de piles. Alors, actuellement, comment est-ce qu'on interprète les phénomènes qui se passent dans ces piles ? Tout repose sur ce qu'on appelle l'oxydoréduction. L'oxydoréduction, c'est un échange d'électrons. On a d'un côté des réducteurs qui peuvent céder des électrons et d'autre côté des oxydants qui gagnent des électrons. Spontanément, les réducteurs vont céder leurs électrons aux oxydants s'ils en ont la possibilité. Ce sont des réactions assez lentes mais qui se font spontanément entre 2 métaux si le milieu est conducteur. Si vous avez vos 2 métaux et le milieu conducteur, entre les 2 métaux va apparaître une tension électrique si le circuit électrique est ouvert, en général 1 ou 2 volts, pas plus, et si le circuit est fermé, il apparaîtra un courant électrique. Cet échange d'électrons peut être visualisé par ce qu'on appelle des expériences de migration des ions. Alors on va essayer d'en faire une, donc là je vous montrerai éventuellement le résultat après. J'ai ici un papier filtre que je vais imbiber d'eau acidulée. Alors ça, je ne peux pas le faire en avance parce que ça sèche très vite. Sur le papier filtre, je vais déposer un petit cristal de permanganate de potassium. L'avantage du permanganate de potassium, qui est un solide noir, c'est qu'en solution, ça donne des solutions roses et que l'ion permanganate est coloré. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution. Le pôle plus étant de ce côté-là, vous voyez où est la grosse tache et normalement on doit la voir évoluer du côté du pôle moins. Du côté du pôle plus, puisque les ions permanganates sont négatifs. Je mets en marche, donc vous allez voir quelque chose qui va ressembler à ça au bout d'un moment.
Tous les métaux peuvent se classer les uns par rapport aux autres dans ce qu'on appelle la classification électrochimique des métaux. Alors là, on les a mis du moins réducteur au plus réducteur. Les moins réducteurs, c'est ceux qui ont tendance à rester à l'état métallique. Les plus réducteurs, c'est ceux qui ont tendance à passer à l'état d'ion. Ce qui veut dire que dans la nature, les métaux les moins réducteurs sont ceux que l'on peut trouver à l'état natif. On trouve de l'or, des pépites d'or, on trouve du cuivre natif, parce que ce sont les métaux les moins réducteurs. Les autres, en bas de la liste, là, au contraire, se trouvent sous forme de sel. Donc si on veut les fabriquer, il faut, à partir des sels, extraire la partie métallique. Les plus réducteurs, évidemment, étant les plus difficiles à fabriquer. C'est-à-dire ceux qui sont en bas de la liste. Alors, pour vous montrer ça, on va mettre en place 2 expériences. La première, c'est vous qui allez la faire. Voilà, j'ai ici des petits flacons dans lesquels j'ai mis de la limaille de fer. La limaille de fer, c'est de la poudre de fer. Et je vais verser dedans, je vais essayer d'y arriver proprement, là, du sulfate de cuivre. L'avantage du sulfate de cuivre, c'est que les ions cuivre Cu2+, sont bleus, donc on les voit, et que le cuivre métallique est rouge. Donc c'est pareil, on le voit. Donc je vais verser. Et puis, vous allez les agiter. C'est vous qui travaillez, là. Vous les agitez bien et vous regardez ce qui se passe. Normalement, ils sont bien bouchés, donc normalement, ça ne doit pas fuir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous constatez? Ça rougit. Et ça prend quelle couleur? Le cuivre à l'état pur, ça a cette couleur-là. Ça, c'est du cuivre. Donc, vous devez voir apparaître cette couleur sur la limaille de fer. Et si vous attendez suffisamment longtemps, si vous avez bien agité, vous devez voir aussi que le liquide s'est décoloré. Parce que les ions cuivre qui étaient dans le liquide se sont transformés en cuivre métallique. En revanche, dans le liquide, il apparaît des ions fer, mais ceux-là, on ne les voit pas, ils ne sont pas colorés dans le milieu en question. Alors, on va faire la même chose avec le fil de cuivre dans la solution de nitrate d'argent. Le fil de cuivre, il est ici. C'est un fil de cuivre qui avait du vernis dessus pour le protéger, donc on a gratté un petit peu le vernis à un endroit. Donc là, vous voyez, pareil, la réaction se fait spontanément. On a un dépôt d'argent qui se fait sur le cuivre et qui croît, cette fois-ci, non avec des cristaux qui vont grandir de plus en plus. Au bout d'un moment, ça va tomber. Vous verrez, il s'en reformera d'autres. C'est encore une réaction spontanée. Vous voyez qu'elle est relativement lente, mais qu'on la voit quand même évoluer. Finalement, des piles, on en trouve partout, spontanément. Et c'est ça qui est à l'origine de la corrosion d'un certain nombre d'objets, les casseroles, les coques de bateaux, les gouttières, etc. Et puis aussi, ce qui peut se passer dans la bouche des patients, si les dentistes ont fait des manipulations avec 2 métaux différents. Alors on a ici une revue qu'on va pouvoir circuler avec quelques photos assez spectaculaires de ce qui peut se passer dans la bouche des patients. Puisque si vous avez 2 métaux différents aux 2 extrémités sur vos dents, la salive au milieu, il y a une pile. Dès que les piles ont été découvertes, les gens ont eu tout de suite envie de essayer ce qui se passait sur d'autres produits. Ça veut dire que les gens ont mis des piles dans des liquides. Et là, très vite, on a découvert des tas de nouveaux produits. C'est Davy qui a trouvé des nouveaux produits, le sodium, le calcium, d'autres produits comme ça, par électrolyse. Et très vite aussi, les gens ont fait l'électrolyse de l'eau, tout simplement. Il y avait quelqu'un qui avait déjà fait l'électrolyse de l'eau avec une machine électrostatique, mais ça, c'était pas très pratique. Avec des piles, c'est beaucoup plus pratique. Alors moi, je ne vais pas vous faire l'électrolyse de l'eau avec une pile parce que c'est un peu long. Donc on va la faire directement avec le générateur. Et quand on fait l'électrolyse de l'eau, vous voyez, ça démarre tout de suite. On a des bulles. Et si vous venez regarder, ou si vous voyez d'un peu près, vous allez voir qu'on a beaucoup plus de bulles d'un côté que de l'autre, ce qui est normal, puisque quand on fait l'électrolyse de l'eau, on fait dégager de l'hydrogène d'un côté, de l'oxygène de l'autre côté, et que l'hydrogène, il en a 2 fois plus que de l'oxygène. Donc on a un volume de gaz 2 fois plus grand.
Si on voulait caractériser, donc là vous devez bien voir les bulles sur les deux électrodes, hein. Vous avez le moins ici qui est l'hydrogène et le plus de ce côté-là qui est l'oxygène. Si on voulait caractériser les deux gaz, on aurait facilement pu caractériser l'oxygène en approchant à côté une allumette juste éteinte qui va se rallumer. Et si on veut caractériser l'hydrogène, comme on est en présence d'air, on va avoir une petite explosion. Donc on ne fait pas ça ici parce qu'on n'est pas équipé, mais c'est très facile de caractériser les deux gaz. Si par ailleurs vous vous amusiez à faire cette électrolyse en courant alternatif, vous auriez automatiquement des deux côtés un beau mélange dans les bonnes proportions stoichiométriques d'hydrogène et d'oxygène, c'est-à-dire un super mélange explosif. Et au début du courant alternatif, il y a eu quelques accidents comme ça sur des gouttières qui étaient reliées ou des canalisations qui étaient reliées au courant électrique et où il y a eu des électrolyses intempestives et des mélanges explosifs. Cette électrolyse va permettre de faire d'innombrables applications. Les applications, on en a beaucoup, qui vont être des fabrications de produits industriels, donc des métaux comme l'aluminium, le sodium, le chlore, des dépôts de métaux pour la protection, les décors, les dorures, les argentures, la purification des métaux, de la gravure, des décapages d'objets anciens, de traitement de l'eau des piscines. Enfin, l'électrolyse va pouvoir servir à faire énormément de choses industrielles. On va faire ce qu'on appelle de la galvanoplastie, c'est-à-dire l'art de déposer un métal sur un autre au moyen du courant électrique continu. Ça a été découvert par Jacobi, la Maurice von Jacobi. On le voit à gauche dans son laboratoire, on voit qu'il a à la main un morceau métallique sur lequel il vient de faire un dépôt sans le faire exprès, et on voit bien qu'il travaille avec une pile. Si vous regardez de près, vous avez une pile qui ressemble beaucoup à celle-là. Tout ça va être mis en œuvre par une entreprise dont vous avez sûrement déjà vu les objets, à savoir l'entreprise Christophe. Si vous allez dans des magasins de luxe, vous verrez des produits de la marque Christophe qui sont toujours des couverts en argent, des grosses pièces argentées qui mettent en œuvre cette galvanoplastie. Alors nous, on ne va pas faire de l'argenterie parce que l'argent déposé sur du fer, ça ne se voit pas bien. On va faire un dépôt de cuivre sur de l'argent. Si vous regardez de nouveau la classification des métaux, vous verrez que le cuivre a tendance à se déposer sur l'argent. Donc c'est ce qu'on va faire là, en descendant la cuillère dans le récipient. Alors, en attendant, on va parler un petit peu de l'aluminium, puis on reviendra peut-être sur cette expérience-là. On va parler un petit peu de l'aluminium parce que si vous avez vu la classification des métaux tout à l'heure, l'aluminium n'était pas tout à fait en bas de la classification et pourtant c'est un des métaux qu'on va avoir eu le plus de peine à fabriquer industriellement. Pourquoi ? Parce que le principal minerai d'aluminium qui s'appelle la bauxite et qui doit son nom au Beau de Provence en France contient à peu près 50% d'oxyde d'aluminium, qui s'appelle l'alumine, Al2O3, et d'oxyde de fer rouge. C'est pour ça qu'il va y avoir des bouts rouges dans cette industrie-là. Donc, a priori, ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose, sauf que, si vous regardez les deux températures de fusion, l'aluminium fond à 660 degrés, mais l'alumine, c'est-à-dire l'oxyde qu'on trouve dans le minerai, ne fond qu'à 2000 degrés. Donc pas possible facilement de le faire fondre pour pouvoir faire de l'électrolyse avec. Ce qui fait qu'on a commencé à faire de l'aluminium par voie chimique, alors qu'il avait été découvert en 1848. On a commencé à faire de l'aluminium par voie chimique, vous voyez, en 1854, pas longtemps après. Mais à cette époque-là, l'aluminium valait plus cher que l'or. Et c'était la période Napoléon III, et Napoléon III s'était fait faire des couverts en aluminium chimique. Vous aviez des bijoux en aluminium chimique, ça a appartenu à l'impératrice, c'est au musée des arts décoratifs, et ça valait à l'époque plus cher que l'or parce que c'était très très difficile à faire. Et puis, messieurs Héroux en France et monsieur Hall aux États-Unis ont trouvé un moyen de diminuer la température de fusion de l'alumine en le mélangeant avec un autre produit, et à partir de ce moment-là, on a atteint des températures accessibles. On a commencé à faire de l'électrolyse et du coup on a fabriqué de l'aluminium en grande quantité. Mais pour ça, puisque c'est de l'électrolyse, il faut du courant électrique, d'où
les installations de barrages dans les Alpes, par exemple, pour produire l'énergie électrique destinée à ces usines d'aluminium. Donc là, vous voyez évoluer l'argent. On va le faire tomber peut-être un petit peu pour qu'il s'en refasse, si je le bouscule un petit peu. Et normalement, ça va repartir très vite. La quantité d'argent fabriqué, évidemment, est très très faible. Ça repart. On peut aussi fabriquer des gaz, hein, et entre autres le chlore, qui est fabriqué par électrolyse. Et là, on a une installation de fabrication du chlore, et vous voyez que ce sont des séries de piles, en quelque sorte, qui vont permettre d'électrolyser une solution saturée de chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est tout simplement du sel, hein, donc c'est de l'eau très très salée qu'on électrolyse pour fabriquer le chlore. Et de l'autre côté, on fabrique de la soude, enfin des tas d'autres produits. Voilà. Si vous voulez venir regarder les piles, là, n'hésitez pas à venir voir les différentes piles. La migration des ions que je vais pouvoir vous faire passer, qui elle a bien fonctionné ce coup-ci, je vais vous faire passer le dispositif.